Ces deux aliments contiennent exactement la même quantité de protéines. Pourtant, l'un sera plus efficace pour la prise de muscle que l'autre. Pourquoi? Eh bien, d'un côté, on a une pièce de bœuf et de l'autre, on a des lentilles. Exactement la même quantité de protéines. Mais les résultats sur votre corps peuvent être radicalement différents. Et c'est la même chose si je compare un œuf avec 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Ce paradoxe montre une vérité que peu de gens comprennent. Toutes les protéines ne se valent pas. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, malgré les chiffres qu'on pourrait voir sur une étiquette, la qualité et l'efficacité des protéines varient énormément. Toutes les protéines ne sont pas égales lorsqu'il s'agit d'ingérer, de digérer et même d'utiliser ces protéines. Beaucoup de personnes pensent, à tort, qu'un simple chiffre permet de déterminer la qualité d'un aliment. Malheureusement, c'est bien plus complexe que ça. Lorsque vous consommez des protéines, tout ne se résume pas à la quantité. Mais avant de vous expliquer pourquoi, encore faut-il savoir comment différencier les différentes protéines. Parce qu'il y a déjà les protéines que nous consommons dans notre alimentation et celles que nous produisons dans notre organisme. Typiquement, les protéines sont constituées de chaînes d'acides aminés. Les acides aminés, c'est un terme que vous avez déjà entendu, vous devriez être familier avec. Et ces acides aminés se lient pour former des structures complexes qu'on appelle les polypeptides. Alors il existe d'autres nomenclatures, mais on va simplifier un petit peu aujourd'hui, comprendre un petit peu mieux le sujet. Ces chaînes d'acides aminés peuvent être très longues. Elles peuvent atteindre jusqu'à 140 acides aminés pour les protéines naturellement construites. Mais on considère que seulement 20 à 22 acides aminés constituent les protéines de notre corps. Du coup, lorsque vous mangez des protéines, votre corps les décompose en acides aminés. Et cette décomposition, elle a lieu pendant la digestion. C'est un processus qui se déroule principalement dans l'estomac et dans l'intestin grêle, et cette décomposition se fait grâce à des enzymes spécifiques qui vont fragmenter les longues chaînes de polypeptides en morceaux plus petits. On peut appeler dipeptides ou tripeptides. Et après l'étape des dipeptides et des tripeptides, on passe aux acides aminés, la forme la plus simple. Et ensuite, une fois absorbés dans le sang, ces acides aminés vont se diriger vers les différents tissus du corps qui en ont besoin. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont être réassemblés pour former de nouvelles protéines. Et comme vous vous en doutez, ces nouvelles protéines, elles vont jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement de votre organisme. Elles vont bien sûr construire et réparer les tissus musculaires, mais aussi tous les autres types de tissus. Ça va soutenir le système immunitaire, participer à la fabrication d'enzymes et d'hormones, et plein d'autres processus physiologiques qui sont encore plus complexes. Donc vous l'avez compris, pour que notre corps fonctionne correctement, il a besoin de protéines de qualité. D'ailleurs, si on regarde l'étymologie du mot protéine, ça vient du grec qui veut dire ce qui arrive en premier. C'est vous dire à quel point ce macronutriment est important et à quel point il participe au bon fonctionnement de l'organisme. Les amis, en parlant de protéines, il faut que je vous parle du sponsor de la vidéo, c'est Prep My Meal. Ça fait quelques jours que je teste leur repas et en plus d'être super pratique, c'est délicieux. En gros, c'est des plats hyper protéinés destinés aux sportifs qui n'ont pas forcément le temps de se faire à manger. Les plats arrivent congelés, donc pour la conservation, c'est hyper pratique et ça se présente comme ça. Tous les plats sont hyper simples, préparés avec des ingrédients naturels sans additifs. On voit d'ailleurs que la liste d'ingrédients est assez courte et les valeurs nutritionnelles sont vraiment pas mal. Et surtout, détail qui nous intéresse, la quantité de protéines est directement marquée en gros sur le plat. Vous pouvez choisir entre des coffrets 6, 12, 18, voire même 24 repas pour les flemmards qui n'ont pas envie de cuisiner. Ensuite, vous choisissez les plats qui vous donnent envie, vous choisissez le jour de livraison et c'est tout. Donc allez faire un tour sur Prep My Meal en cliquant sur le premier lien dans la description. Il y en a pour tous les goûts, avec ou sans gluten, avec ou sans lactose, plat végétarien avec du poisson, de la viande. Je suis sûr que vous trouverez ce qui vous convient, donc cliquez sur le premier lien dans la description et entrez mon code NASSIM pour 10% de réduction. Mais qu'est-ce qui fait la qualité d'une protéine? L'un des facteurs déterminants, c'est ce qu'on appelle la biodisponibilité d'une protéine. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, la biodisponibilité, ça fait référence à la proportion de protéines qui peut être absorbée, utilisée par votre organisme. Plus une protéine est biodisponible, plus elle sera utilisée rapidement et efficacement par votre corps. Par exemple, une portion de protéines qui viendrait des œufs ou du blanc de poulet, elle sera non seulement plus facile à digérer, mais aussi mieux absorbée que des protéines issues de certaines plantes ou certaines céréales. Ça veut dire que même si deux repas affichent la même quantité de protéines sur le papier, eh bien en fonction de la source de ces protéines, votre corps ne les utilisera pas de la même façon. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'une protéine a une meilleure biodisponibilité qu'une autre? La biodisponibilité des protéines dépend de plusieurs facteurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle le profil en acides aminés. Comme je l'ai expliqué juste avant, les protéines sont composées d'acides aminés. Les acides aminés, il y en a plusieurs dizaines. Par contre, il y en a 9 qui sont dits essentiels, que votre corps ne peut pas produire et que vous devez justement amener par votre alimentation. Donc une protéine qui contient tous les acides aminés essentiels en bonne proportion est considérée comme complète. Par exemple, les protéines animales, comme celles présentes dans la viande, dans les œufs ou comme le poisson, ont une meilleure biodisponibilité grâce à leur profil en acides aminés qui est complet. Et pour faire simple, le corps humain peut utiliser de manière optimale les protéines ingérées
quand les 9 acides aminés essentiels sont présents. Et la suite, vous la connaissez, une fois ingérées, les protéines sont décomposées en acides aminés qui sont ensuite réassemblés en nouvelles protéines pour construire et réparer les tissus, etc. Et du coup, si un acide aminé essentiel est manquant ou présent en trop faible quantité, eh bien ça peut ralentir ou limiter la création de ces nouvelles protéines parce qu'il manque un acide aminé pour constituer la chaîne complète. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on considère que la plupart des protéines végétales sont incomplètes, parce qu'elles ne contiennent pas les 9 acides aminés essentiels. Ça ne concerne pas toutes les protéines végétales, mais la majeure partie d'entre elles. Et forcément, tout ça, ça va limiter leur biodisponibilité. Pour que vous puissiez vous-même reconnaître et contrôler la qualité de vos protéines, il existe un indicateur très intéressant. Cet indicateur, c'est le PDCAAS. Cet acronyme un peu lourd, c'est en fait une échelle qui permet d'évaluer la qualité des protéines d'un aliment selon la quantité d'acides aminés présentes et la digestibilité de ces protéines. Le score d'acides aminés mesure la qualité des protéines dans un aliment, c'est-à-dire si cet aliment contient tous les acides aminés essentiels, ou en tout cas tous ceux dont le corps a besoin. Un score de 1 ou plus indique que l'aliment contient une quantité suffisante et homogène de tous ces acides aminés. Par exemple, les œufs ont un score de 1,21. Ça signifie que c'est une source de protéines de très haute qualité. Et dans les œufs, la quantité d'acides aminés essentiels est plus que suffisante. En plus de ça, la biodisponibilité des œufs, elle est de 97%. Ça signifie que presque toutes les protéines qui sont présentes dans les œufs sont utilisées par le corps. C'est pas pour rien que les œufs, je l'ai mis dans ma liste des 5 aliments indispensables. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis un moment, vous devriez vous rappeler de cette vidéo. D'ailleurs les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous voulez pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, activez les notifications. Comme ça, quand je publie ce genre de liste des 5 aliments essentiels, vous ne passerez pas à côté. Et pour en revenir à notre score d'acides aminés, lorsqu'il est inférieur à 1, ça signifie qu'il manque une certaine quantité de certains acides aminés essentiels. Par exemple, le riz a un score en acides aminés de 0,57. Ça signifie qu'il manque certains acides aminés essentiels, comme la lysine par exemple. Ça veut dire du coup qu'il y a juste un tout petit peu plus de la moitié des acides aminés présents dans le riz qui vont être correctement utilisés par votre corps. Quant à la biodisponibilité, elle est de 88%. Ça veut dire que la majeure partie des acides aminés vont être utilisés, mais qu'on est loin du score des œufs entiers par exemple. D'ailleurs, on peut noter que la plupart des protéines végétales ont un score en acides aminés qui est plus bas. Ça signifie que même si 2 aliments contiennent la même quantité de protéines sur le papier, votre corps n'en absorbera qu'une partie en fonction de sa biodisponibilité et de son score en acides aminés. C'est donc pas seulement la quantité totale de protéines qui compte, mais c'est bien la capacité réelle de votre corps à utiliser ces protéines. En plus de ça, il faut prendre en compte la présence d'antinutriments. Les antinutriments, c'est des molécules qui sont présentes dans certains aliments, surtout les végétaux. Et ces antinutriments peuvent interférer avec l'absorption des nutriments. Pour ceux qui sont curieux, voici une liste non exhaustive, attention, de quelques antinutriments et des aliments qui en contiennent. Et ces composés, ils ne sont pas présents dans les protéines animales. C'est ce qui explique pourquoi les protéines animales ont généralement une meilleure biodisponibilité. Et enfin, la structure des protéines elles-mêmes joue un rôle et influence le score de digestibilité. Les protéines animales ont souvent une structure plus simple et sont décomposées plus facilement grâce à nos enzymes digestives. Par exemple, la protéine de lactosérum, en gros, c'est la whey que vous pourriez consommer, elle est facilement absorbée, facilement digérée. C'est pour ça que ça en fait une source de protéines qui a une excellente biodisponibilité. D'ailleurs, la whey, le lait et les œufs, c'est les 3 sources de protéines qui ont la meilleure biodisponibilité. Et on voit que l'utilisation nette des protéines qui les composent, c'est la plus haute. Donc la biodisponibilité d'une protéine, c'est un facteur super important. Il faut le prendre en compte et y prêter attention parce que ça détermine à quel point notre corps peut réellement utiliser cette protéine. Et même si un aliment contient beaucoup de protéines, mais qu'elles sont difficilement absorbables, du coup, elles ne seront pas aussi bénéfiques pour la croissance et la réparation des tissus musculaires. Et la croissance des tissus musculaires, c'est encore ce qui nous intéresse sur cette chaîne. Tout ça, je vous avoue que j'aurais aimé le savoir beaucoup plus tôt, parce que je vous raconte pas les mauvais choix alimentaires que j'ai fait dans mes premières années de musculation. D'ailleurs, ces derniers temps sur les réseaux sociaux, j'ai vu apparaître une trend qui a l'air de devenir de plus en plus populaire, où des pratiquants et des pratiquantes de musculation se félicitaient d'atteindre leur quota en protéines en bouffant du thon en boîte directement depuis la conserve. Ça m'a fait sourire parce que c'est quelque chose que je faisais quand j'étais étudiant moi aussi. J'avais pas d'argent, le thon c'est une source de protéines qui était pas chère, donc je m'enfilais des boîtes de thon en plein amphithéâtre quand j'étais en fac d'art plastique et j'étais content de le faire parce que j'avais l'impression d'être la définition d'un bodybuilder. Pas de concession, de la protéine c'est de la protéine. Sauf que malheureusement, le thon en boîte, c'est pas la meilleure source de protéines qui existe. Non seulement on pourrait faire une vidéo complète sur la contamination en métaux lourds, mais en plus de ça, le procédé de fabrication du thon en boîte, qui consiste à le cuire à des températures qui sont parfois très hautes, contribue à la dégradation des protéines. Ce qui fait que le thon en boîte, à 80 centimes la boîte de 150 grammes, d'une part en termes de biodisponibilité, on n'est pas terrible, mais en plus en termes de contamination en métaux lourds, et tout ce que ça peut provoquer, ça peut être problématique. Avec tout ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo, on pourrait penser que je déconseille
la consommation de protéines végétales, à cause de la biodisponibilité qui est en général plus basse et du profil en acides aminés qui est moins haut que des protéines animales. Le fait que les protéines végétales soient incomplètes ne veut pas dire qu'elles sont de mauvaise qualité et qu'il ne faut pas les consommer. En réalité, je pense que vous êtes au courant, en faisant les bonnes associations de protéines, par exemple du riz et des lentilles, on peut reconstituer un profil complet en acides aminés. Et au-delà du fait de vouloir faire des associations d'aliments pour compléter un profil en acides aminés qui serait incomplet, l'important c'est d'avoir assez de protéines dans la journée et que si des associations doivent être faites, elles peuvent se faire à l'échelle d'une journée et pas forcément à l'échelle d'un repas. Et puis il est très rare de trouver quelqu'un, qu'il soit végétarien ou pas, s'alimenter uniquement avec un bol de riz ou uniquement avec des lentilles ou n'importe quelle source de protéines végétales. Je pense que vous avez compris qu'un repas complet c'était surtout des associations et dans ce sens-là, lorsque vous avez compris que la diversité des protéines était importante, c'est clair que c'est pas nécessaire de faire une opposition stricte entre protéines végétales et protéines animales. Est-ce que vous avez déjà entendu la phrase « vous êtes ce que vous mangez » Eh bien, il y a Charles Poliquin qui disait une phrase très juste. Il disait que vous n'êtes pas ce que vous mangez, mais vous êtes ce que vous digérez. C'était une façon pour lui de parler de l'importance du microbiote et de votre capacité à digérer correctement les aliments que vous allez ingérer. Parce que vous aurez beau consommer les meilleures protéines avec la meilleure biodisponibilité, si vous avez un microbiote tout pété, d'ailleurs vous pourrez être sûr que vous n'utiliserez pas tous les macronutriments correctement. Depuis une dizaine d'années, on parle de plus en plus de l'importance du microbiote, et à juste titre. On s'est aperçu que les bactéries qui étaient présentes dans notre système digestif pouvaient conditionner notre humeur, notre appétit, notre énergie, certaines douleurs articulaires et bien sûr vont conditionner aussi l'absorption des protéines et des autres macronutriments. Le microbiote, on pourrait en faire une vidéo complète sur le sujet. Et c'est personnellement quelque chose auquel je m'intéresse de plus en plus. La consommation de prébiotiques, la présence de probiotiques dans le système digestif. Donc si vous voulez une vidéo plus approfondie sur le sujet, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Par contre, il y a un autre critère ultra important qu'on n'a pas encore abordé et qui joue grandement sur la biodisponibilité d'une protéine et même les effets que ça pourrait avoir sur notre santé générale, eh bien c'est les conditions d'élevage ou de culture des aliments qui vont fournir ces protéines. Parce que forcément, on a toujours tendance à se concentrer sur les bénéfices que pourraient apporter ces aliments, alors que la qualité de l'aliment en lui-même, au-delà de la quantité de calories, de protéines, de glucides et de lipides, peut avoir un rôle capital. Prenons l'exemple des poulets et des œufs. Dans l'élevage industriel, vous savez qu'une grande partie des poulets sont élevés en batterie, dans des conditions assez abominables, il faut le dire. La plupart des poulets ne peuvent pas se déplacer, ont une croissance accélérée grâce à des hormones de croissance pour augmenter le rendement, ils sont bourrés d'antibiotiques pour éviter la prolifération de certaines maladies, leur squelette ne peut pas soutenir leur croissance parce qu'elle est beaucoup trop rapide et anormale. La plupart du temps, ils ne voient que rarement ou jamais la lumière du jour. Donc oui, nous, à la fin, on est présenté avec un beau blanc de poulet, mais vous imaginez bien que toutes les conditions d'élevage, tout le stress qu'a pu percevoir cet animal va avoir une répercussion très concrète sur la quantité et la qualité de ses protéines, mais aura des effets qui sont certes un peu plus difficiles à mesurer, mais bien réels sur la santé en général. Et en plus de parler des répercussions sur notre propre santé, évidemment le bien-être de ces animaux, personnellement, ça me laisse pas insensible. Vous connaissez peut-être aussi les conditions d'élevage du saumon. Les saumons de Norvège, ils sont élevés dans des fermes qui sont absolument gigantesques, mais malgré la taille gigantesque de ces fermes, ils n'ont presque pas de place pour se déplacer. À cause de ce manque de place, on a la prolifération de poux de mer qui vont littéralement bouffer les saumons. Et comme pour les poulets, on les bourre d'antibiotiques pour qu'ils puissent continuer à grandir. On se retrouve avec des saumons qui sont parasités, qui sont parfois amputés de certaines parties de leur corps. Alors oui, dans notre supermarché, on voit un pavé de saumon qui est très beau avec une belle couleur, sauf qu'en réalité, tout ça c'est un peu du vent. Et compte tenu du fait que le saumon c'est un poisson gras, on a encore plus de toxines qui peuvent se fixer dans le gras, et tout ça, on va l'ingérer. Et bien sûr, toutes ces conditions d'élevage vont avoir une répercussion sur la qualité des protéines. Et même si effectivement c'est la protéine qui nous intéresse dans cette vidéo, il n'y a pas que les acides aminés essentiels qui nous intéressent, il y a aussi les acides gras essentiels, des glucides de bonne qualité. Et donc si on veut pouvoir consommer des aliments de première qualité, il faut être très attentif aux conditions de production. Je sais que tout ça c'est facile à dire, mais croyez-moi, avec le recul que j'ai dans ma pratique de la musculation, si j'avais la possibilité de retourner en arrière, je consacrerais beaucoup plus mon budget à l'achat d'aliments de bonne qualité, de très bonne qualité, plutôt qu'à la course à la quantité de protéines. Parce que je vous rappelle que passé une époque, je mangeais 250-300 grammes de protéines par jour. Aujourd'hui, ça peut vous faire mourir de rire, parce qu'on est assez bien renseigné pour savoir que cette quantité-là, c'est complètement du délire. Mais il y a 15 ans en arrière, on n'avait pas autant d'informations de bonne qualité à disposition. Alors faites-moi plaisir, à partir d'aujourd'hui, faites attention à la source de vos protéines. Faites attention à la source de toute votre alimentation d'ailleurs. On pourrait se dire en commençant la musculation que ça n'a pas d'importance, qu'on ferait mieux de bouffer du thon en boîte à 17 h dans les transports en commun, mais non, même si c'est une trend, ce n'est pas forcément une bonne idée. Au-delà de ça les amis, j'ai une super vidéo où je vous partage les 5 aliments essentiels à mettre dans sa diète. Alors oui, je spoil, il y a déjà les œufs, et pour découvrir les autres aliments, vous cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.